Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la neige redouble et plusieurs régions françaises sont au ralenti. Coupure de courant dans le centre, téléphérique évacué dans les Pyrénées. Grosse difficulté de circulation dans l'ouest et l'est. On fera le point avec Anne Guillet près de Blois et Yvan Macot en Lorraine. Cette dernière minute, Ségolène Royal annonce sa candidature aux primaires du Parti Socialiste. Information livrée à la Nouvelle République du Centre-Ouest juste avant ce journal. Des révélations inquiétantes et parfois embarrassantes. Le site Wikileaks a dévoilé des milliers de notes diplomatiques secrètes américaines. Du nucléaire iranien aux appréciations sans détour sur les chefs d'État. Qui a fait fuiter ces informations? Maryse Burgot à Washington nous répondra. L'ouverture il y a 2 heures du sommet de Cancun au Mexique sur le climat. Il vise à relancer les négociations pour réduire les gaz à effet de serre. Où en est aujourd'hui le débat sur le réchauffement? Élément de réponse dans un instant. Le dossier de cette édition après le référendum en Suisse sur la vague populiste en Europe. Pays-Bas, Suède, Allemagne. Le rejet parfois brutal de l'immigration donne des ailes à l'extrême droite sur le vieux continent. Faut-il s'inquiéter pour nos adolescents qui passent leur soirée sur Internet? Une étude livre des conseils aux parents. On en découvrira le détail. Elle montre qu'à 14 ans, un collégien sur 2 y consacre plus de 3 heures par jour. Enfin, la découverte inouïe qui agite le monde de l'art. Un électricien retraité de la Côte d'Azur annonce qu'il détient plus de 270 œuvres inédites de Picasso, qui était son client. Valeur 60 millions d'euros. La justice enquête. Bienvenue dans ce journal. On attendait à nouveau la neige, mais sans doute pas à ce point-là. Cet hiver précoce est en train de prendre de nouvelles proportions. On va essayer de faire un point complet. Première image, regardez, le Loiret et la région d'Orléans. Il est tombé entre 20 et 30 cm de poudreuse ces dernières 24 heures. Conséquence, depuis ce matin, il est bien difficile de se déplacer. Des écoles ont été fermées, des trains retardés. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux à Orléans, Elisa Hélin, Nicolas Auer. Piégé par le verglas, impossible pour ce transporteur de livrer ses clients ce matin. Sur ce chemin encore enneigé, il aura fallu 2 heures et une dizaine d'hommes pour remettre ce camion sur la route. On a été surpris par la neige, on n'a rien, on a que des pelles. Tiens, notre ami, voilà, des pelles, des râteaux et on se débrouille tout seul, tout simplement. À Beaugency, village du Loiret, les habitants ont été surpris à leur réveil. Plus de 30 cm de neige par endroit. Ils n'avaient pas vu ça depuis des années. C'est le bazar. C'est vrai que les montagnards et nous verrez seraient morts de rire. Nous, 2 cm, ça y est, on panique. C'est pas évident, hein. J'ai mis du sel de cuisine devant ma porte pour pas que les gens y tombent. J'ai dit, on verra bien, hein. Mais c'est vrai qu'il fait pas très froid, hein. C'est dommage, hein. C'est joli la neige. Aujourd'hui, à Orléans, tout le monde a adopté une drôle de démarche. On essaye de rester en vie, c'est déjà ça. Oh là là. C'est compliqué pour vous aujourd'hui de circuler? C'est un peu compliqué, oui. Ça dérape un peu beaucoup, hein. La ville a été privée de tramway toute la journée. À cause du givre, une caténaire a cédé ce matin. Elle a été réparée, mais ça ne suffira pas. Ce qu'on va essayer de faire pour que ça puisse circuler demain matin, c'est faire rouler des rames toute la nuit pour éviter que le givre empêche le contact électrique. Peu de transports en commun et donc peu de cours. Alors ces étudiants ont trouvé comment s'occuper. En ce moment on fait quelques petites batailles et tout, on s'amuse, bon comme il n'y a pas cours on en profite. Cette nuit c'est une autre partie qui va se jouer. Des brouillards givrants vont tomber sur le Loiret et les températures pourraient chuter jusqu'à -7 degrés. Des difficultés en ville, des difficultés aussi à la campagne. Plusieurs villages ont été isolés. La neige a fait céder les câbles et couper l'électricité. Sur place, Anne Guillet et Alain Darigrand. Un village qui s'éveille sous la neige et sans électricité. Le rideau de cette épicerie se retrouve bloqué. Alors, on vend le pain dehors. Je ne peux pas ouvrir ma boutique. Donc, comme j'ai fait mes commandes de pain à l'avance, il faut que je vende mon pain. Sinon, ça va être perdu, ça va partir à la poubelle. Donc, sur le trottoir ce matin? Sur le trottoir, depuis 8h30 ce matin. Et pour les congélateurs, on fait avec les moyens du bord un petit groupe électrogène. Juste en face, au bar tabac, on se débrouille comme on peut. Éclairage à la bougie et on se passe de la caisse enregistreuse. On note tout ce que les clients prennent et puis on leur rend leur monnaie normalement. À l'ancienne? À l'ancienne. Il est tombé presque 20 cm de neige et dans les maisons, le froid s'installe. J'ai plus de chauffage, j'ai plus rien. Plus de téléphone? Plus de téléphone, plus de télé, plus rien. Vous avez froid? Eh ben, regardez comme je suis. Bien sûr qu'on a froid. Je sais pas si ça va durer longtemps. Il est embellé?
Sur le terrain, les équipes d'intervention sont mobilisées pour réparer les lignes au plus vite. C'est la neige, le poids de la neige qui a fait tomber les branches et ça a abattu 2 fils électriques. 2 fils sur une ligne 20 000 volts. Juste avant la nuit, le village retrouve enfin ses éclairages avec la certitude de passer la nuit au chaud. Bonsoir Anne Guillet, et on vous retrouve en direct sur place. Est-ce que tous les villages ce soir sont sortis de l'isolement ? Eh bien non David, ce n'est pas la fin de l'isolement pour tout le monde. Il reste environ 14 000 foyers qui n'ont toujours pas d'électricité dans la région centre, dans le Loiret et le Loir-et-Cher. Une situation qui normalement devrait s'améliorer dès demain. Alors ce que l'on a ressenti ici sur place, c'est que les habitants n'étaient pas réellement inquiets. Une journée sans électricité, eh bien ce n'est pas dramatique. Simplement, ils redoutaient que la situation perdure car il fait froid, très froid, moins 4 degrés ce soir. Et sans chauffage, c'est un petit peu difficile. Alors finalement, les seuls à tirer parti de la situation, ce sont sans doute les enfants. Il n'y aura pas de ramassage scolaire demain, donc pas d'école, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Anne Guillet, près de Blois. Merci Anne pour ces précisions. Autre région concernée, l'Ouest et notamment la Bretagne où l'on a enregistré un record de froid pour un mois de novembre. Moins 8,3 degrés ici dans le Morbihan. Le dernier épisode neigeux aussi précoce remonte à 1980. 30 ans. Là encore, les transports scolaires ont été suspendus dans plusieurs départements ainsi qu'en Vendée. Mais c'est la partie est de la France, l'Alsace et la Lorraine notamment, qui a été encore une fois la plus touchée. Lionel Feuerstein avec notre bureau à Strasbourg. Dans l'Est, la circulation est au ralenti. En Alsace, les routes principales ont été dégagées par les chasse-neige, mais le réseau secondaire reste glissant, surtout pour les plus téméraires. Ah, c'est très dur, hein, c'est très mal dégagé. Hein. Et hop, je dis ça devrait être mieux nettoyé quand même, surtout la nuit. Hein. Il faudrait saler un peu, parce que là, ça manque de sel, hein, ça glisse, c'est dur ce matin. À Strasbourg, il est tombé 5 à 10 cm de neige. Du coup, les employés communaux ont été réquisitionnés en urgence pour dégager les voies. Pour les passants, dont certains n'ont pas peur du froid, les trottoirs sont difficilement praticables. C'est pas salé, c'est pas dégagé. Il faut s'accrocher, c'est crispant. De l'autre côté des Vosges, en Lorraine, la situation est plus difficile. À Sarreguemines, certains habitants ont simplement préféré renoncer à leur voiture. Vous avez essayé de sortir là avec la voiture? Non. Trop compliqué? La voiture elle reste au garage, même s'il y a des pneus neige. Avec le verglas et la neige, à Metz, les conducteurs de bus sont rentrés au dépôt. Ailleurs dans le département, leurs collègues redoublent de prudence. On roule très doucement, on fait plus qu'à des horaires et on essaye de rentrer à bon port, tout doucement. Le ramassage scolaire a été suspendu aujourd'hui en Meuse. Demain, ce sera au tour de la Moselle. Les conditions météo ne devraient pas s'améliorer. La neige est attendue dans l'est de la France en milieu de semaine. Bonsoir Yvan Maco, vous êtes en direct en Lorraine. Cela fait plusieurs jours que la neige tombe là-bas pratiquement sans discontinuer. Comment la région fait-elle face ? Alors ce soir, l'épisode neigeux est progressivement en train de se calmer, mais c'est vrai qu'il a beaucoup encore neigé aujourd'hui dans toute la région. Et les gens que nous rencontrons tous les jours qui déblayent devant leurs portes sont eux-mêmes surpris par la précocité de l'hiver cette année. Alors il y a eu beaucoup de perturbations sur les routes, vous l'avez dit. Un petit exemple, ici en Moselle où nous nous trouvons, 85% des bus scolaires n'ont tout simplement pas pris le risque de circuler aujourd'hui. Alors désormais ce qu'on redoute, c'est moins la neige que le verglas. Les températures vont chuter cette nuit jusqu'à moins 10 degrés dans certaines zones. Et d'ailleurs, des arrêtés préfectoraux ont été pris dans certains départements du Grand Est pour tout simplement interdire la circulation des bus scolaires et de certains transports en commun demain et jusqu'à nouvel ordre. Voilà, prudence donc si vous habitez la région. Yvan Maco en Lorraine, merci Yvan pour ces indications. Et puis, une image et une information en région parisienne. L'image, c'est celle des jardins du château de Versailles, couvert, vous le voyez, d'une mince couche blanche qui a tenu toute la journée. L'information, c'est qu'un homme de 78 ans sans domicile fixe a été trouvé mort cet après-midi à l'entrée d'un centre commercial d'Ivry-sur-Seine, tout près de Paris. Décès probablement dû au froid. Il a été trouvé par des passants sous un abri de fortune. Et puis sachez que la France n'est pas la seule à connaître ces intempéries. Une grande partie de l'Europe est également sous la neige et le froid, de l'Espagne à la Slovénie, en passant par la Grande-Bretagne, comme ici à Newcastle.
L'aéroport a vu ses accès bloqués. Le trafic a d'ailleurs été très retardé. Circulation perturbée aussi en Allemagne. Image de Munich, là encore, on s'attend à ce que cela dure plusieurs jours. C'est dans ce contexte qu'a commencé aujourd'hui la 26e campagne des Restos du Cœur. Plus de 100 millions de repas vont être distribués. Regardez d'abord ces chiffres sur le fonctionnement de l'association. Lorsque vous donnez 100 €, 11 seulement sont consacrés aux frais généraux et à l'organisation des concerts. 62 € sont directement affectés à la distribution alimentaire, 21 aux actions d'insertion, le reste à diverses activités. Qui sont les bénéficiaires maintenant? Reportage aujourd'hui à Aulnay-sous-Bois, Clément Le Goff, Arnaud Jacques. Chaque année, les familles nombreuses sont les premières accueillies au Resto du Cœur d'Aulnay-sous-Bois. Ce matin, le froid s'est invité. Près de 800 personnes sont déjà inscrites. Quand vous allez passer, je vais vous donner un numéro. Ici, une personne sur 3 perçoit le RSA. C'est le cas de cette mère de famille originaire du Mali. Elle franchit la porte des restos pour la première fois. Je suis seule, j'ai 4 enfants. Je viens d'avoir un bébé à 4 mois. Avec les crédits, on s'en sort pas trop et voilà, l'emploi on n'en trouve pas. Voilà, donc on est là pour l'épanage. Les familles monoparentales représentent 40% des demandeurs, à peine moins que les 43% de couples avec enfants. Il y a des moments c'est difficile. Là, ça va être la période où il y a tout à payer, les impôts locaux, EDF, GDF. Le loyer à partir du mois prochain et là je ne peux plus. 16% des personnes accueillies à Aulnay sont isolées et derrière les chiffres, des situations de grande précarité. Ginette Pérouse, retraitée, ne touche qu'une pension mensuelle de 645 €. Les loyers sont chers, vous savez, quand vous avez un loyer de 380 € plus les charges, presque pareil. 600 en enlevant l'APL, 210 €, il me reste encore 435 € à payer. Qu'est-ce qui vous reste pour vivre? Il reste rien, c'est pour ça. Et encore, je sors pas, vous savez, je cherche la vie, je fais attention. Floriu, lui, est roumain. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Il réside à l'hôtel et compte parmi les 20% de sans-papiers. Grâce à cette carte, tous pourront bénéficier d'un repas par personne et par jour. Plus de 128 000 rations ont été distribuées l'an dernier à Aulnay-sous-Bois. Autre titre de l'actualité, le choc et l'embarras dans le monde, comme il l'avait annoncé le site internet Wikileaks, relayé par la presse, a donc dévoilé des milliers et des milliers de télégrammes confidentiels de la diplomatie américaine. Révélation parfois inquiétante, vous allez le voir, mais aussi croustillante. Dans un instant, on ira à Washington. D'abord, l'essentiel de ces révélations avec Stéphanie Pérez. Tout sourire ce jour-là, Hillary Clinton et Ban Ki-moon. Mais le secrétaire général des Nations Unies ignore que celle avec qui il pose en photo a donné l'ordre en 2009 de l'espionner, lui, ainsi que les diplomates de l'ONU. Passeport, carte de crédit, mot de passe internet, empreinte digitale, ADN. Les diplomates américains doivent recueillir un maximum d'informations, comme des agents secrets. C'est l'une des révélations du site Wikileaks, l'envers de la diplomatie américaine. Embarrassée, Hillary Clinton, la secrétaire d'État, est venue elle-même condamner ces pratiques. Il n'y a rien de louable à mettre en danger des gens innocents. Et il n'y a rien de courageux à saboter les relations pacifiques entre les pays qui travaillent à la sécurité de tous. Au total, 250 000 notes diplomatiques confidentielles divulguées, et notamment sur l'Iran. Selon Wikileaks, le roi saoudien Abdallah, que l'on voit accueillir avec faste le président iranien, déteste son invité. Il aurait exhorté les Américains à attaquer l'Iran et à couper, selon ses termes, la tête du serpent. Téhéran aurait aussi acheté 19 missiles à la Corée du Nord, capables d'atteindre Berlin ou Moscou. Et le conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy aurait taxé la République islamiste d'Iran d'État fasciste. Mise à jour aussi le jugement peu flatteur des Américains sur certains dirigeants. Nicolas Sarkozy est considéré comme susceptible et autoritaire. La chancelière allemande Angela Merkel aurait peur du risque et manquerait d'imagination. Silvio Berlusconi, lui, serait irresponsable et inefficace, fatigué par ses longues nuits sans sommeil. Le Libyen Mouammar Kadhafi ne pourrait pas se passer de son infirmière ukrainienne à la poitrine voluptueuse. Quant au Premier ministre russe Vladimir Poutine, il est perçu comme un mâle dominant.
Aujourd'hui, toutes les capitales occidentales ont réagi de façon très diplomatique et continuent de soutenir les États-Unis. Difficile encore d'évaluer les conséquences de ce grand déballage. Et la Maison-Blanche dénonce ce soir un crime grave. Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes en direct à Washington. Ce déballage paraît tout de même tout à fait étonnant. Est-ce qu'on connaît la source de ces informations? Est-ce qu'on sait qui les a données? Eh bien David, c'est simple, un seul homme est à l'origine de ce grand déballage. Il n'a que 23 ans, il s'appelle Bradley Manning et c'est un virtuose de l'informatique. Lorsqu'en 2009, ce jeune militaire un peu mal dans sa peau est envoyé en Irak, ce n'est pas pour combattre, il est envoyé dans une unité de renseignement. Mais il s'y ennuie, alors il décide de commencer à copier beaucoup de documents secrets. Et parce qu'au fond, ce militaire déteste l'armée américaine, eh bien il décide de tout donner au fameux site Wikileaks. Finalement, il est repéré, arrêté, il risque aujourd'hui 52 ans de prison. Mais vous savez, aux yeux de certains Américains, ce n'est pas un traître, c'est aussi un héros. D'ailleurs, ils ont manifesté, monté un comité de soutien pour lui. Un héros qui a osé révéler les secrets des militaires et des grands de ce monde. Maryse Burgot à Washington, merci Maryse. En bref, encore à l'étranger, image d'Haïti où l'atmosphère est plutôt calme au lendemain des élections. 12 des 18 candidats en demandent l'annulation. Des observateurs américains ont dénoncé des fraudes grossières, mais le Conseil électoral a validé le scrutin dans la plupart des bureaux de vote. C'est donc l'incertitude. Et dans l'immédiat, on attend les premiers résultats. Attend aussi en Côte d'Ivoire. Une information a été donnée aujourd'hui. Le taux de participation pour ce second tour à l'élection présidentielle est de 70% environ. Aujourd'hui, les rues étaient calmes à Abidjan. Résultat attendu cette semaine. La politique en France maintenant, avec cette information que je vous donnais dans les titres. Ségolène Royal annonce donc qu'elle est candidate aux primaires à gauche, c'est officiel. Et c'est une surprise, puisque même si elle avait démenti un accord en bonne et due forme, l'ancienne candidate à la présidentielle avait laissé entendre qu'il y aurait une forme de concertation avec Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn. Hélène Hugues. Ségolène Royal a donc choisi la République du Centre pour se déclarer. À la question « Êtes-vous candidate aux primaires du Parti Socialiste ?» Ségolène Royal répond « J'ai longuement réfléchi et beaucoup consulté. Ma réponse est oui ». Dès vendredi, s'excluant d'un supposé pacte avec Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn, la présidente de la région Poitou-Charentes laissait planer le doute. Comme toutes celles et tous ceux qui ont quelque chose à dire, qui ont des valeurs à défendre, qui ont un projet à proposer aux Français. Pour Ségolène Royal, il est temps d'agir. La droite, dit-elle, est déjà en campagne. Une candidature qui pourrait pousser Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn à accélérer leur calendrier. Toujours à propos de politique, on s'arrête maintenant sur ce vote en Suisse hier par référendum concernant le durcissement du renvoi des étrangers criminels. Un succès pour l'extrême droite, on l'évoquait ici même hier soir. Et c'est une vague populiste qui est en train de s'abattre sur l'Europe. Le rejet parfois brutal de l'immigration lui donne des ailes. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Valérie Astruc, Alain Locasio. Les populistes décomplexés, c'est en Suisse qu'on les trouvait ce week-end. Avec un discours très clair contre les immigrés. Notre solution, c'est simple. T'es venu pour braquer une banque, pour violer des femmes. Casse départ, on le renvoie, c'est tout. Hier, interdiction des minarets, aujourd'hui renvoi automatique des délinquants d'origine étrangère. Ici, on pense même que les voisins devraient suivre l'exemple. Vous voyez ce qui se passe en France, si vous regardez en France, en Allemagne, les Allemands ils sont bourrés de Turcs et de trucs. En Italie, c'est les Albanais. Chez vous, en France, c'est les Arabes, les Africains du Nord. Vous avez des monstres problèmes. En Suisse, comme ailleurs en Europe, l'extrême droite offre de nouveaux visages. Le Suédois Jimmy Åkesson, 31 ans. L'Autrichien Heinz Strache, 41 ans. La Hongroise Christina Morvai, 45 ans. Le Hollandais Geert Wilders, 47 ans. Tous jeunes, tous xénophobes, mais tous notables, sans histoire. Ce ne sont pas des partis fascistes traditionnels. Et ça, en termes d'image, c'est extrêmement important, parce que toute la charge négative qui est associée à l'extrême droite, et donc toute la culpabilité que l'électeur peut ressentir à voter pour des formations d'extrême droite classiques, elle n'existe plus, sitôt qu'on a affaire à ces droites un petit peu nouvelles. Leur point commun, la peur de l'islam et la préférence nationale chère en France à Jean-Marie Le Pen. Ce clip suédois montre ainsi la course aux allocations entre une personne âgée et des femmes en burqa. Den 19 september kan du välja invandringsbidrag.
Conséquence, les partis populistes progressent, élection après élection. Ils dépassent les 20% dans le nord de l'Europe et en Autriche, et font plus de 10% en Hongrie, en Italie et en France. Un phénomène qui n'est pas nouveau et qui s'explique. Ce n'est pas seulement dû à la crise, c'est exacerbé par la crise, mais en réalité, c'est surtout le nouveau monde qui se dessine, qui pose cette question identitaire aux Européens. Qui sommes-nous? Où sont nos frontières, nos limites? Et quel est notre avenir, puisque jusqu'ici nous étions du côté des privilégiés. En Hongrie, le pouvoir a interdit les milices du Jobbik, le parti nationaliste qui défilait en tenue fasciste. Mais le mouvement, lui, compte aujourd'hui 26 députés au Parlement. Car en Hongrie comme ailleurs, ces partis populistes ne font plus de la figuration. Ils représentent un tel pourcentage de l'électorat, 15-20%, en effet, que toute une partie de leurs demandes doivent être prises en compte par les partis qui sont les partis au pouvoir. C'est ainsi que pour contenir l'extrême droite, certains chefs d'État s'aventurent sur leur terrain. En Allemagne, un livre à succès contre les musulmans a même obligé Angela Merkel à sortir de sa réserve. En ce qui concerne l'islam en Allemagne, il est important et il est clair que les valeurs de l'islam doivent correspondre à notre constitution. Chez nous, c'est la constitution qui est en vigueur, pas la charia. Le phénomène touche aussi la France. Marine Le Pen est aujourd'hui créditée de 12% dans les derniers sondages présidentiels. Ces électeurs-là, Nicolas Sarkozy n'a jamais caché vouloir les attirer à lui. Il est 20h19, restez avec nous à suivre un sommet sur le climat. Pourquoi faire? La planète se retrouve à Cancun sans illusion. On verra où en est aujourd'hui le débat sur le réchauffement. L'incroyable affaire Picasso, des œuvres inédites d'une valeur de 60 millions d'euros sont sorties des cartons d'un artisan électricien. Cadeau ou détournement, la justice enquête. Et puis que faire face à nos adolescents scotchés sur Internet? Une étude est publiée sur le sujet, elle nous invite à dédramatiser. D'abord cette montagne qui risque une fois encore d'accoucher d'une souris 1 an après le décevant sommet de Copenhague. C'est donc à Cancun, au Mexique, que se tient la conférence mondiale de l'ONU sur le climat. Près de 190 pays participants, mais c'est un signe, pas un seul chef d'État ne fera le déplacement. L'objectif est de trouver un accord sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les États-Unis sont très réticents, on le sait. Les pays émergents aussi, à commencer par la Chine. Les discussions vont durer 12 jours. Ce soir, nous avons voulu savoir où en était le débat dont on a beaucoup parlé, le débat sur le réchauffement. Quelles sont les dernières observations? Qu'en disent les climato-sceptiques? Enquête Nicolas Châteauneuf, Pascal Stelletta. D'ordinaire, la grande salle de l'Académie des sciences est plutôt calme. Pourtant, c'est ici qu'a eu lieu il y a 2 mois l'une des plus grandes confrontations scientifiques de ces dernières années, autour d'un thème brûlant, le changement climatique. À huis clos, 120 chercheurs ont débattu, parmi eux 2 équipes, celle des climatologues contre celle des climato-sceptiques, Claude Allègre en tête. 1 mois plus tard, un rapport est publié, ses conclusions sont claires. C'est bien effectivement l'augmentation du CO2, parce qu'elle est régulière et continue, provoque un réchauffement. Selon le rapport, il y a bien une accélération du réchauffement de 1975 à 2003. Ce réchauffement est bien dû au CO2 émis par les activités humaines et le rôle du soleil ne peut être dominant dans ce réchauffement. Membre de l'Académie, Claude Allègre a signé ce rapport alors que dans son livre, il estimait que l'augmentation des températures n'aurait rien à voir avec le CO2, un étonnant revirement. En fait, beaucoup de choses ont changé depuis Copenhague. À l'époque, un scandale éclate. Des mails piratés sont rendus publics et semblent remettre en cause l'intégrité de certains climatologues. L'auteur de ces mails, Phil Jones, est violemment attaqué, dénigré, doit démissionner. Mais depuis, une commission scientifique vient de le blanchir intégralement. Avec un scandale qui se dégonfle et le rapport de l'Académie des sciences, les climato-sceptiques seraient-ils désavoués? Pour Vincent Courtillot, pas du tout. Si vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, personne ne discutait les conclusions du GIEC. Vous écoutiez la météo, il faisait froid, il faisait chaud, il y avait du vent, c'était le réchauffement climatique façon GIEC. Depuis 1 an et demi, nous avons instillé le doute. Nous pensons sur une base d'observation que nous avons de plus en plus d'évidence que le Soleil a été largement sous-estimé. De l'autre côté, c'est clair, la communauté des climatologues estime son honneur blanchi, la vérité scientifique rétablie. Toutes les thèses avancées par les climato-sceptiques ont été réfutées et l'Académie des sciences, comme ses consoeurs étrangères, n'a pu que le constater. C'est toujours plus facile d'attirer les feux de la rampe sur soi en critiquant le consensus.
Aujourd'hui, 65% des Français estiment que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines. Ils étaient 81% l'année dernière. De quoi fait réfléchir les climatologues sur leur communication. On a aussi effectivement à bien faire comprendre à la fois aux décideurs politiques, aux décideurs économiques, mais aussi à l'homme de la rue, eh bien, que nous avons des incertitudes vis-à-vis de ce réchauffement climatique, vis-à-vis de son amplitude, non pas de son existence, nous sommes sûrs. Il est vraiment inéluctable vis-à-vis de l'évolution des précipitations, vis-à-vis de surprises climatiques. Aujourd'hui, l'étude du climat mobilise des milliers de chercheurs dans le monde. Le débat scientifique ne sera jamais clos. Et votre avis nous intéresse. Voici comme chaque lundi la question de la semaine. Êtes-vous prêt à modifier votre style de vie pour lutter contre les changements climatiques, oui ou non? À vous de cliquer sur france2.fr. Nous vous avions posé la même question il y a tout juste un an. Résultat jeudi, on fera alors la comparaison. Toujours à propos d'environnement, le procès de l'affaire de la pollution à la dioxine s'est ouvert aujourd'hui en Savoie. Certains parlent d'un énorme scandale écologique. Le taux de dioxine près de cette usine de retraitement de déchets dépassait 750 fois les normes dans la région. L'enquête, elle, a peiné à établir un lien formel avec la multiplication des cancers dans le voisinage. Aujourd'hui, seule la société qui exploitait l'équipement est jugée pour non-respect des règles environnementales. On en vient à cette incroyable découverte qui passionne le monde de l'art. 271 œuvres inédites de Picasso sont apparues comme par miracle. Elles étaient en possession d'un modeste électricien retraité de la Côte d'Azur, dont Picasso était le client. Il y en aurait fait don, valeur estimée 60 millions d'euros. La police a des doutes. Anne Guéry, Philippe Jasselin avec notre bureau à Nice. Des Picasso authentiques. Il y en a 271, valeur estimée 60 millions d'euros. Un trésor qui dormait là, au fond du garage, chez cet électricien à la retraite. Un homme sur qui pèsent des soupçons de vol, mais lui se défend. Ses œuvres, dit-il, c'était un cadeau de Picasso et de sa femme Jacqueline. On me l'a donné. Vous voyez partir comme ça avec ça, sous le bras? C'est madame qui me l'a donné. Mais si elle me l'a donné, c'est que monsieur était au courant. C'est dans la maison du peintre à Mougins que Pierre Le Guenec faisait des travaux d'électricité dans les années 70. Un jour, Jacqueline Picasso lui aurait donné comme ça, sans explication, un carton. Ça tient un paquet comme ça. C'était quoi, des croquis? Des petits dessins, des petits bouts, des petites chutes de papier. Enfin, ça aurait pu aller à la poubelle, quoi. En janvier dernier, l'électricien contacte les héritiers Picasso pour faire authentifier son trésor. Mais voilà, la famille ne croit pas à sa version. Vous avez déjà un nombre d'œuvres tout à fait anormal. Enfin, c'est totalement incongru de concevoir que Pablo Picasso ait pu donner 271 œuvres. Un scénario invraisemblable, c'est aussi l'avis d'un commissaire-priseur. Il ne jetait pas ses œuvres du tout. On aurait pu l'imaginer d'un artiste un peu alcoolique ou un peu... Lui, il n'était pas du tout comme ça. C'était un homme absolument rigoureux. Les héritiers Picasso ont porté plainte contre X pour recel. Oui. On en vient maintenant à cette étude concernant les adolescents et Internet. Tous les parents et grands-parents vont sans doute se sentir concernés. Regardez d'abord ces chiffres. L'étude montre qu'à 14 ans, un collégien sur deux y consacre plus de 3 heures par jour. Alors, faut-il s'inquiéter pour eux? Faut-il sévir, interdire ou tout simplement encadrer? Anne-Charlotte Inet, Nora Fadlaoui. C'est bien connu, à 14 ans, les filles et les garçons, c'est un peu comme le jour et la nuit. Tous les opposent et sur Internet, le cliché ne se dément pas. Les filles sont des bavardes et leur temps, elles le passent à raconter leur vie, sur Facebook évidemment. Les garçons, eux, c'est plutôt jeux d'aventure et d'action. Les jeux, j'aime bien parce que déjà c'est gratuit et on peut en faire autant qu'on veut, quoi, parce qu'il y en a des milliers sur des milliers de sites, donc je peux en faire autant que je veux, illimité, avec de toutes sortes, quoi. C'est pour discuter avec mes amis ou pour faire des recherches, enfin, des fois même pour travailler, pour faire ses devoirs ou pour se détendre, pour se distraire. Une enquête sur 2000 collégiens a montré que les filles passent 80% de leur temps sur Internet à écrire à leurs copines. Le reste du temps, elles écoutent de la musique. Les garçons, eux, passent 40% de leur temps à jouer, 30% à regarder des vidéos, le reste à aller sur des forums ou faire des achats. Filles ou garçons, nos ados y consacrent tout de même beaucoup de temps. 50% des ados de 14 ans passent 3 heures par jour sur le net, 3% seulement
il reste plus de 10 heures. Bon, bah, écoute, Et le temps devant l'écran, c'est justement tout le problème pour les parents. 5 minutes, pas plus. Hein. Ok. Ok, je crois que le moment où il faut arrêter, appuyer sur le bouton et quitter l'ordinateur est toujours un peu difficile. Donc c'est vrai que c'est une lutte quotidienne quasiment. Rester scotché à son ordinateur, est-ce vraiment inquiétant? La réponse du psy. Beaucoup de parents ont tendance à penser que si leur enfant va beaucoup sur Internet, c'est qu'il s'isole et qu'il va pas bien. En fait, ça se passe pas du tout comme ça. Un jeune peut très bien aller beaucoup sur Internet et très bien se socialiser sur Internet, notamment avec des camarades d'école qu'il retrouve à travers l'écran. Qui a Internet à la maison? Et qui a un ordinateur dans sa chambre? À 12 ans à peine, la moitié de ses élèves de 5e a un ordinateur dans sa chambre. Et c'est bien cela qui peut poser problème. Les infirmières scolaires nous le disent, les médecins scolaires le disent, les enseignants le disent, ils ont des ados fatigués, qui arrivent le matin effectivement avec des cernes sous les yeux. Les spécialistes sont unanimes. Une seule solution pour les parents, limiter la consommation Internet de leurs ados. Une image de sport avec du football. Le PSG a laissé passer sa chance hier soir de prendre la tête de la Ligue 1 en concédant le nul 2-2 à Lyon. L'OL était mené jusqu'à la 87e minute. Il a finalement égalisé grâce à Gomis suite à cette grosse bourde du gardien parisien. Le PSG 3e, Lyon 7e ce soir. Et puis une image de tennis. Federer redevient le roi le temps d'un master. Il a remporté hier à Londres pour la 5e fois cette épreuve qui réunit les meilleurs du monde. Victoire face à Rafael Nadal, le numéro 1 mondial, en 3-7. L'homme aux 16 tournois du Grand Chelem prive ainsi l'Espagnol du seul grand titre qui manquait à son palmarès. En bref, une pensée pour tous ceux qui nous suivent outre-mer. C'est aujourd'hui que la télévision numérique terrestre arrive dans tous les départements et les territoires d'outre-mer à partir de minuit, heure locale. Si vous nous suivez là-bas, eh bien vous recevrez gratuitement jusqu'à 10 chaînes, dont celle du groupe France Télévisions, Arte ou encore la déclinaison locale de Outre-mer Première. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Nous l'avons appris quelques minutes seulement avant 20 h. Ségolène Royal annonce qu'elle sera candidate aux primaires du Parti Socialiste pour l'élection présidentielle. Et puis cela fait 11 mois, 335 jours précisément qu'Hervé Guéquière, Stéphane Taponnier et leurs 3 accompagnateurs sont retenus en otage en Afghanistan. Nous ne les oublions pas, ainsi que les 6 autres otages français retenus dans le monde. Merci à vous tous. Tout de suite la météo. Laurent Romeshko, attention à la neige mais aussi au verglas. 20h35, cold case, affaire classée. 22h10, n'oubliez pas, complément d'enquête avec Benoît Duquesne. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.